Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire co-organisé par le club Power to Gas de la T2E et par l'association Record, qui je donnerai la parole juste après pour un mot d'introduction. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h30. Pour ma part, je suis David Lenoc. Je suis le délégué général du club Power to Gas de la T2E. Ce club qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière Power to Gas offre un lieu à la fois d'échange et de partage afin d'accompagner et de guider le développement du Power to Hydrogène et du Power to Méthane, qui sera aujourd'hui le sujet de ce webinaire. Avant de débuter ce webinaire, je voudrais tout d'abord vous rappeler quelques règles pratiques et assez classiques. Maintenant, pour ce webinaire, cette session, vous l'avez entendu, est enregistrée. Merci donc à toutes et tous de couper vos micros et vos caméras si vous n'intervenez pas. Vous avez bien entendu, vous le voyez sur l'interface de GoToMeeting, la possibilité de vous exprimer et de poser vos questions sur le fil de discussion qui est dédié, et Bénédicte Coffinial de Record et moi-même relayerons aux intervenants vos questions. Donc n'hésitez pas à partager votre humeur tout au long de ce webinaire. À l'issue, nous publierons le support de présentation et le replay, la vidéo, sur le site internet et la chaîne YouTube de la T2E et sur la chaîne YouTube de l'association Record. Avec GRDF, qui est également partenaire de ce webinaire, et Record, nous avons souhaité aborder un sujet qui fait le lien entre deux sujets d'actualité, à la fois l'hydrogène, d'une part, qui est porté par une stratégie, vous le savez, nationale et européenne ambitieuse, et dont les premiers marchés à court terme sont autour de l'industrie et de la mobilité. Et d'autre part, le sujet des gaz renouvelables, avec en tête le biométhane, dont les projets dans les territoires sont de plus en plus nombreux, malgré une volonté politique pas toujours très assurée. Nous sommes donc ensemble, je le disais, jusqu'à 11h30 pour parler du Power to Méthane, comment produire du méthane de synthèse en combinant à la fois de l'hydrogène produit par électrolyse et du CO2, qu'il soit issu de fumée industrielle ou d'unités de méthanisation. Pour nous parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Fabien Michel, ingénieur conseil et fondateur de la société Voltigital, qui nous partagera son point de vue et son analyse autour du Power to Méthane. À l'issue de la présentation de Fabien, nous avons prévu un temps d'échange. Nous avons à peu près 30 minutes prévues pour répondre à vos différentes questions. J'aurai d'ailleurs le plaisir d'animer cette séquence de questions-réponses avec Bénédicte Coffinial, directrice de l'association Record, qui co-organise avec nous ce séminaire, et à qui je donne tout de suite la parole pour un mot d'introduction. Bénédicte, c'est à toi. Merci David. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'association Session Record, c'est une association nationale centrée sur l'économie circulaire qui est basée à Lyon. Cette association, elle existe depuis 30 ans maintenant et elle réunit à la fois les pouvoirs publics en charge de l'environnement, l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, et de grands groupes industriels français impliqués, parmi lesquels EDF, Engie, Paprec, Renault, Séché, SNCF Suez, Total Énergie, Veolia et quelques autres. Donc l'association, c'est avant tout un centre de partage d'expertise technique et scientifique, donc centré sur les enjeux de l'économie circulaire, donc le recyclage des déchets, le lien entre déchets et énergie, l'utilisation efficace des ressources, et enfin la préservation de l'environnement et de la santé. Ces 30 années d'existence ont permis la réalisation de plus de 250 travaux d'études publiés, 6 ouvrages de librairie, de très nombreuses publications scientifiques et techniques. Et ces travaux ont été demandés puis pilotés par l'association, aussi bien à des structures publiques que privées, donc des laboratoires, des bureaux d'études, etc. La question du devenir et du développement des gaz verts, comme on les appelle aujourd'hui, a toujours fait partie des thématiques abordées par Record. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez, il y a toujours eu des travaux depuis le début, aussi bien sur le biogaz, la méthanisation, etc. Et donc, ce qui nous a amené en 2020 à un sujet proche de celui que l'on va traiter aujourd'hui.
on a demandé à un groupement qui était formé donc par Volt Digital, Enerca et l'IMT Atlantique de travailler le sujet de la méthanisation, et surtout de la méthanation par voie biologique, ce qui va faire l'objet donc en partie de la présentation qui vous sera faite aujourd'hui par Fabien Michel. Donc pour les adhérents de l'association, eh bien, vous avez accès au rapport complet de l'étude que je viens de vous mentionner autour de la méthanation par voie biologique. Et puis pour les autres, vous avez une synthèse détaillée qui est disponible sur notre site. Je vous mettrai le lien vers cette synthèse dans le chat. Voilà, je vais laisser la parole à Fabien Michel pour la suite de ce webinaire. Merci Bénédicte, merci David. Je vais donc partager mon écran. Ça fonctionne bien? Parfait. Vous m'entendez? Bien, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire où on va parler de méthanation et de production de méthane de synthèse avec un angle de vue qui est le conseil aux acteurs et les perspectives de la filière. Est-ce que ça me... Ah, petit... Voilà. Donc en introduction, donc c'est un webinaire organisé par Record la T2E avec le GRDF et Volt Digital. Donc je vous propose le sommaire suivant, les concepts généraux et quelques installations de référence, parler un petit peu des acteurs, passer un peu plus de temps sur les enjeux et les cas d'usage. Il nous semble que c'est un point important de cette filière. Il y a beaucoup de questions et puis évoquer les perspectives et passer ensuite à des questions. Par choix, pour resté assez compact, donc on a laissé des compléments techniques et technologiques à la fin. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Ça ne sera pas trop le focus de la présentation aujourd'hui, mais ça peut être l'objet de questions. Alors, pour commencer, si vous avez tous votre café, on peut démarrer. Cette petite blague est pour illustrer la soupe, on va dire, l'ensemble de micro-organismes qu'on trouve à l'intérieur d'un réacteur de méthanation biologique. Donc, c'est une photo qui vient de Electrochaea, une société allemande, dans le cadre du projet BioCat. Si on passe aux concepts généraux, donc bon, la méthanation est un sujet qui regroupe de nombreux thèmes. Donc, quand on parle de méthanation en pratique, on peut parler de cette installation ici, donc BioCat, qui est un projet qui a été réalisé en 2016 d'un mégawatt électrique qui vise à produire du méthane de synthèse pour à peu près 50 normomètres cubeurs en traitant du biogaz en entrée, donc un mélange CO2-CH4, dans un réacteur biologique et avec une production d'hydrogène. C'est un projet réalisé au Danemark. On parle aussi d'un projet comme Jupiter 1000, qui est assez bien connu et sur lequel je ne reviendrai pas dans le cadre de cette présentation, puisque c'est un projet qui a beaucoup de visibilité en France, qui est un projet très intéressant. Un démonstrateur de 1 MW, donc à Fos-sur-Mer, qui lui utilise un réacteur catalytique mini-structuré de la société Kimod pour produire 25 normomètres cubeurs en valorisant du CO2 industriel. Mais quand on parle de méthanation, on parle aussi de projets assez grands. Alors on parle souvent de méthanation de syngas en Chine, puisqu'il y a eu beaucoup de projets là-bas, donc pour transformer du charbon en gaz de synthèse. Et donc on a des projets de 50 000 normomètres cubeurs, des procédés catalytiques, notamment fournis par des sociétés comme Haldor Topsoe au Danemark. Et ça aussi, c'est de la méthanation. Donc, on peut résumer en disant que la réaction de méthanation produit du méthane. Dans le cadre de cette présentation, on aura une attention particulière sur le power to méthane. Et donc, une réaction qui va consommer du CO2, qu'on assimilera finalement à un polluant, quelque chose qu'on veut consommer. De l'hydrogène, qui lui par contre est une ressource plutôt chère, donc on va chercher un hydrogène le plus compétitif possible et surtout un hydrogène décarboné pour produire un autre vecteur qui est le méthane.
qui est un vecteur énergétique très pratique, très répandu, avec beaucoup d'infrastructures installées. Il est très intéressant aujourd'hui parce qu'il coûte pas très cher, et donc produire du méthane qui coûte pas très cher, c'est aussi un enjeu. Et donc, on va transformer le CO2 et l'hydrogène en CH4 et en eau, mais c'est anecdotique, et en chaleur, mais c'est anecdotique. Mais ce qui est important, c'est qu'on va utiliser un catalyseur qui sera soit physico-chimique, soit biologique. Il existe de nombreuses d'autres voies pour produire du méthane, dont la méthanation de syngaz ou la méthanation de CO pur, qui s'appelle aussi méthanation. Il y a d'autres voies, notamment la dégradation de l'acétate dans les processus de digestion. On a mis une petite liste de réactions biologiques qui permettent de produire du méthane. Et puis, il y a d'autres technologies qui sont notamment l'électrométhanogénèse, où on produit du méthane à partir de CO2 et d'eau et d'électricité, mais sans avoir à passer par le vecteur hydrogène. Le focus principal donc, de cette présentation, c'est le power to méthane. Alors, je peux présenter quelques installations de référence. Donc, il y en a une qui est assez bien connue, qui est une installation finalement assez grande par rapport aux autres qui ont suivi, de 6,3 MW. C'est d'une certaine manière la première installation de power to méthane un peu emblématique, vitrine. Donc, c'est un projet en Allemagne, à Werfte, dont le client est Audi, donc le constructeur automobile. Ce projet fonctionne donc de manière saisonnière et produit du gaz de synthèse qui est destiné aux clients de Audi pour pouvoir recharger donc des voitures. Il utilise un réacteur catalytique qui a été fourni par MAN Energy Service. Et donc, il y a un réacteur catalytique refroidi au sel fondu. Et bon, pour information, le balance of plant, donc l'ensemble de l'installation, a été fourni par une autre société qui s'appelle Etogaz, qui a été acquise par Hitachi. Et donc, vous pouvez retrouver la référence en fait qui est revendiquée à juste titre par les deux acteurs qui sont aujourd'hui un petit peu concurrents. Donc, ce projet, il est à notre connaissance toujours en fonctionnement donc depuis 2013. Le projet Biocat, dont on peut parler aussi un petit peu, donc c'est un démonstrateur de 1 MW électrique qui a valorisé du biogaz issu de stations de traitement des effluents urbains. On y reviendra, puisque c'est un cas d'usage assez répandu. Avec donc la nouveauté, ce qui était innovant en particulier dans ce projet, c'était d'avoir un réacteur donc, de méthanation par voie biologique avec des micro-organismes qu'on appelle les archées, qui vont donc transformer le CO2 et l'hydrogène en gaz de synthèse et en eau. On pourra parler, s'il nous reste du temps, notamment dans les questions, de la différence entre biologique et catalytique. Quelles sont les particularités? Un petit peu plus récemment, il y a eu un programme européen qui s'appelle Store & Go, dans lequel il y a eu 3 démonstrateurs, donc un en Allemagne, un en Suisse et un en Italie. Et donc, un autre réacteur catalytique dans le cadre de ce démonstrateur de 1 MW, donc, réalisé par E.ON, qui en est l'opérateur en Allemagne, avec un réacteur catalytique fourni par ThyssenKrupp qui visait à valoriser du CO2 pour produire du gaz de synthèse sur le réseau de transport. Et puis, sur une autre station de traitement des effluents urbains, un projet réalisé par la société Microbe Energy, qui dépend du groupe Viessmann, en méthanation biologique cette fois, pour 2,5 MW d'électrolyse. Donc, c'est un projet commercial en Suisse. Donc, je vous ai mis le budget de référence, qui est de l'ordre de 13 millions d'euros, voilà, qui correspond à la volonté aussi de l'exploitant Limeco de valoriser, décarboner en fait la production de gaz sur son site. En France, on a un certain nombre d'acteurs qui peuvent être soit des fournisseurs de technologies autonomes, soit des intégrateurs ou des acteurs donc, qui offrent en France la solution, mais éventuellement qui vont chercher la technologie en Allemagne. Donc on a des acteurs dans le biologique et des acteurs dans le catalytique. C'est une filière qui est finalement assez dynamique avec donc des particularités sur des choix techniques. Alors, Terawatt, c'est un petit peu particulier parce que c'est de la méthanation de CO. C'est pas exactement dans le cadre du power to méthane. Mais on aura voilà, différents acteurs qui portent différentes technologies, donc entre le biologique et le catalytique,
On aura aussi des choix de réacteurs qui seront différents, notamment dans le biologique, il peut y avoir des variétés de réacteurs. On a des acteurs français et puis on a aussi des acteurs étrangers qui sont essentiellement européens. La place du Japon dans le Power to Methane est pas très bien décrite, c'est assez difficile de trouver des informations. En revanche, on ne trouve pas beaucoup d'acteurs autres qu'européens. Donc on a beaucoup d'Allemands qui, il faut le dire, sont aussi des entreprises qui sont plus grosses, qui sont plus avancées. Et donc, je vous ai mis ici une sélection non exhaustive des projets de type Power to Methane. Et donc, en colorant en saumon les projets pour lesquels la techno est allemande, on voit qu'il y a quand même une grande quantité de projets qui ont été proposés par nos voisins allemands. Le cas de Hikone est un peu particulier puisque c'est un projet de StorNG avec la technologie de Electrokaya biologique, et donc il a les doubles couleurs. On peut faire peut-être une pause s'il y avait des questions de compréhension, mais je crois que je ne sais pas. Bénédicte, David, on continue? Il y a une petite question simplement de cadrage en fait qui dit de Lionel Patrier qui dit pourquoi limiter finalement le sourcing de l'hydrogène à l'électrolyse? C'est plus dans la présentation effectivement initiale. On pourra en revenir sur ce sujet, oui. Mais si la question était pourquoi on ne veut pas faire de l'hydrogène issu de biomasse ou d'autres, c'est souvent qu'en fait on peut produire du gaz directement sans passer par une voie de méthanation. Dans le cadre de ce projet, on va s'intéresser donc à une sous-partie de la méthanation qui est le power to méthane, et j'y reviendrai juste après donc tout de suite au niveau des enjeux. Alors, question qu'on peut se poser, il y a un petit paradoxe. Je vous montre des usines qui font quelques dizaines de normomètres cubeurs, alors que la méthanation, on sait que ça peut être déployé à hauteur de 50 000 normomètres cubeurs. Donc il y a des usines commerciales, mais il n'y en a pas beaucoup. L'Imeco est un projet commercial, mais sinon c'est des démonstrateurs financés. Donc cette technologie, en fait, la méthanation, ça date. Il y a la réaction de Sabatier, donc qui est la voie catalytique, de 1897. Et donc on peut se poser la question pourquoi c'est à la mode maintenant en 2021. Alors il y a un premier élément de réponse, c'est que le premier électrolyseur il date de 1800, donc au final c'est quand même un sujet d'actualité maintenant, l'hydrogène, par électrolyse en particulier. Il y a un autre niveau de réponse, c'est que la méthanation vise en fait de nouveaux besoins et s'appuie aujourd'hui sur de nouveaux progrès technologiques. Sur les nouveaux besoins, on va y revenir. Les enjeux climatiques qui, finalement, pour la méthanation, se déclinent sur la voie CCU, donc Carbon Capture and Use. On a besoin de consommer le CO2. On sait qu'on en émet beaucoup trop dans l'atmosphère. On sait qu'il existe des technologies, soit pour changer de vecteur et plus en émettre, c'est pas applicable tout le temps. Et il existe des technologies pour le stocker, c'est pas applicable tout le temps non plus. Donc on recherche des solutions pour consommer le CO2 et la méthanation est une de ces voies. Le deuxième point, c'est qu'on a eu une baisse drastique des coûts de l'électricité renouvelable, mais vraiment drastique, c'est-à-dire qu'on a réduit les coûts des fois par plus de 10, plus de 20, voire plus de 50. Cette électricité renouvelable solaire ou éolien, pour ne pas la nommer, et en particulier solaire, qui est vraiment pas chère dans certains endroits, reste intermittente. Donc, on a finalement un problème qui est plus celui d'avant. On a beaucoup d'énergie renouvelable, pas très chère, mais on ne sait pas trop comment gérer tout ça. Donc l'hydrogène décarboné apparaît comme un vecteur intéressant. Et qui dit hydrogène décarboné dit tiens, finalement là, on a un intrant pour la méthanation qui peut devenir accessible. Et puis l'autre point, c'est que on a une problématique de taux de pénétration des ENR dans notre économie. L'énergie, c'est pas l'électricité. Il y a certains secteurs sur lesquels on a du mal à décarboner, en particulier les transports. Et finalement, essayer de tout faire avec l'électricité ou tout faire avec l'hydrogène, c'est aussi très compliqué.
D'où la notion de remplacer les usages actuels, qui sont les usages de gaz en particulier fossiles, par du gaz vert et du coup décarboner l'économie sans changer les infrastructures. Sur les progrès technologiques, on pourra y reparler plus dans le détail, mais on a eu beaucoup de progrès en biotechnologie, donc qui ont poussé énormément en fait la voie de méthanation biologique. En particulier une meilleure compréhension des organismes, le séquençage génétique. On a aussi d'énormes progrès dans la catalyse, et puis un peu comment dirais-je, des sujets qui sont transverses dans la conception ou la fabrication de réacteurs, qu'ils soient catalytiques ou biologiques, leur simulation, des progrès dans la mécanique des fluides, un verrou sur la méthanation par voie biologique et la diffusion d'hydrogène dans la phase liquide, on pourra y revenir. Un verrou sur la catalyse, la réaction de méthanation catalytique, c'est aussi le contrôle de la température. Et donc, c'est aussi la capacité à modéliser des transferts de chaleur dans des réacteurs un peu particuliers. On pourra y revenir. Donc, est-ce que la méthanation, c'est une technique à la mode? Un petit peu, mais pas sur son principe même. C'est un peu à la mode parce qu'on a de nouveaux besoins. Et donc, ça nous amène à un peu un des sujets que je souhaitais vraiment aborder dans le cadre de cette présentation, qui est alors the elephant in the room, donc bon, l'éléphant à la pièce, mal traduit. On a quand même un gros problème sur la méthanation, et sur lequel beaucoup de porteurs de projets ont des difficultés. Donc, je vais vous le présenter sur un cas d'étude assez simplifié. Donc, si j'ai 4 MW électriques et que je produis 32 gigawattheures par an en fonctionnant toute l'année, je vais pouvoir transformer ces 32 gigawattheures électriques et à peu près 3200 tonnes de CO2 en 16 gigawattheures PCS. Alors, en réalité, le rendement est un petit peu meilleur de la transformation d'électricité en gaz. C'est plutôt de l'ordre de 55 à 60%, mais pour faire simple, on va prendre un rendement de 50%. Donc, c'est typiquement le cas d'une unité de méthanation qui serait couplée à une unité de méthanisation avec un électrolyseur. Et cette unité faisant 300 normomètres cubes de biométhane. Donc, a priori, on se dit on a du CO2, il sort pur à 98%, on pourrait le méthaner, et on a déjà un système d'injection de gaz, puisqu'on fait du biométhane, on pourrait faire aussi du gaz de synthèse. On peut prendre l'hypothèse d'un CAPEX à 2000 €, 2500 € du kilowatt. C'est une hypothèse optimiste, on pourra y revenir par la suite. Et puis, si on prend d'autres hypothèses très simplifiées, pas d'OPEX, et puis une électricité à 50 € du mégawattheure. A priori, on devrait être dans un cas super favorable. Or, ce qui se passe, c'est que si le CAPEX vaut 0, mais l'électricité vaut 50, le gaz de synthèse, mécaniquement, déjà, il vaut 100. Et puis, si l'élec vaut 0, mais le CAPEX vaut 10 millions, je vous laisse, ça fait 1 million pour 16 gigawattheures par an. On a mécaniquement, rien que sur les CAPEX, 62 € du mégawattheure, ce qui correspond plutôt à ce qu'on voudrait comme cible des coûts du biométhane dans un futur court, moyen, long terme. En pratique, si on essaye de faire un projet comme ça, on aura un gaz de synthèse qui sera largement supérieur à 200 € du mégawattheure, ce qui est finalement 2 fois le prix du biométhane, qui est aussi un gaz vert, et plus de 10 fois le prix du gaz naturel. Et donc là, on a un gros écueil de projet, qui est que ça passe pas, et ça passe pas du tout. On peut espérer qu'il y ait un tarif à 200 € du mégawattheure, mais fondamentalement, ça ne va pas faire baisser les coûts du biométhane, et donc, en fait, il n'y a pas de viabilité économique dans ce cas de figure. Et donc, souvent, les porteurs de projets se retrouvent confrontés à un engouement pour la technologie. On en parle, il y a des démonstrateurs, il y a des gens qui montent des boîtes, ils se font financer, l'Europe met de l'argent, on fait des appels à projets. Et puis de l'autre côté, un cas d'usage qui devrait marcher bien et en fait, qui ne marche pas du tout. Donc la question qu'on se propose d'aborder dans le cadre de ce webinaire, c'est en fait la méthanation, comment ça marche, quel est l'intérêt, dans quel contexte ça peut fonctionner. Alors, si on peut expliquer pourquoi un tel projet ne marche pas, en fait, il faut revenir sur la notion de nouveaux besoins. Et si on essaye d'utiliser la méthanation pour résoudre des problèmes un peu qui se posaient déjà en 2010, probablement, ça donnera rien. Donc ici, si je passe rapidement, on n'a pas vraiment besoin de consommer ce CO2. D'ailleurs, sur d'autres projets, le CO2, c'est une ressource qui est vendue.
Donc là, il y a toujours un hic entre le fait de vouloir éventuellement valoriser ce CO2 ou que d'autres arrivent à le faire et qu'ici, finalement, la personne qui va monter le projet de méthanation va demander à ce qu'on paye pour traiter ce CO2. Donc il y a un gros écueil. La méthanation ici vient déjà après un épurateur, donc on a déjà mis un capex pour séparer le biogaz et donc le CO2 et CH4. Et là, on va remettre un capex derrière. C'est compliqué. On parle de power to gas, mais ici, on n'a aucun aspect de flexibilité, d'accès au réseau. Donc, on n'est pas vraiment dans du power to gas. Et puis, on a pris ce projet à part comme s'il était tout seul. On n'a pas bien regardé quelles étaient les synergies sur la partie électrolyse, hydrogène. Et on n'avait pas non plus regardé comment valoriser au mieux les autres coproduits, qui sont donc notamment l'oxygène pour la partie électrolyse et la chaleur pour la partie méthanation. Et donc, un projet du monde d'avant de méthanation probablement fonctionne pas du point de vue économique. Alors ça, certains ont l'air de le découvrir ou le redécouvrir. C'est quand même quelque chose qu'on perçoit assez rapidement dans les projets. Et le problème de ce sujet, c'est que la méthanation, en fait, c'est assez bien connu, c'est même documenté. C'est que ça a une rentabilité défavorable dans les conditions actuelles au niveau du projet, mais ça a des gains externes qui sont majeurs. Alors, ces gains externes majeurs, on pourrait les lister, mais ils se rapprochent à peu près de ce qu'on a dans le stockage. Il faut imaginer, par exemple, un grid qui serait complètement électrique, décarboné, et puis d'un coup, plus de vent, plus de soleil, plus de je sais pas quoi, des gros problèmes d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a le problème sur du gaz, on le stocke. Et quand on a le problème sur de l'électricité, c'est plus compliqué. On a des capacités de stockage qui sont réduites. Le power to gas permettrait de transformer une grande partie de cette électricité, de la stocker sous forme de gaz et de la réutiliser par un autre moment. Et donc, ce qu'il faut voir dans cette analyse, c'est que au niveau du projet, le power to méthane n'est pas très pertinent. Au niveau d'un environnement étendu d'une communauté, par ses gains alors des gains un peu génériques sur le climat, l'environnement, la compétition, c'est intéressant, mais aussi par ses gains en fait sur le réseau, et donc à la fois sur l'équilibrage et à la fois sur le stockage. Et donc, il nous faut quelques pistes pour dépasser le problème. Si on essaye de monter un projet de power to méthane dans son coin, probablement, on va se retrouver confronté à l'éléphant de tout à l'heure. Donc, il faut essayer d'aller chercher quelles sont les autres valorisations qu'on peut avoir à transformer de l'électricité et du CO2 en méthane. Alors, le premier regard, c'est que l'électricité et l'hydrogène ont aussi leurs limites. Et la question qu'il faut se poser, c'est celle du coût complet de l'énergie distribuée et de l'équilibrage des réseaux. Ça coûte moins cher de tirer des pipes de gaz que des nouvelles lignes électriques, et ça coûte encore moins cher d'utiliser des pipes existants. On a un problème d'énergie intermittente qui n'est pas toujours consommable, et on a donc le phénomène de curtailment, j'espère qu'on pourra y revenir, de l'électricité renouvelable qui pourrait être produite mais qui ne peut pas être acheminée. Et ce sont des quantités qui sont en fait assez importantes et qui devraient croître dans le futur, dans la mesure où même si on continue à tirer des lignes, on est quand même assez rapidement saturé, même si on met des stockages électriques. Et le stockage électrique, en fait, ça a un coût qui est beaucoup plus important que le stockage par voie de gaz. Alors, on stocke pas la même chose, c'est sûr, mais si au final on utilise de l'électricité pour chauffer, au final l'usage est le même. Donc, on a un besoin de stockage pour au final chauffer, et autant le stocker de la manière la plus compétitive maintenant ou à l'horizon 2030-2050. D'autres pistes pour dépasser le problème, c'est que la décarbonation par changement de vecteur n'est pas accessible à tout le monde. Si vous avez une usine qui produit de la chaux, si vous produisez un flux physique de CO2, même biogénique, si vous avez certains procédés, vous ne pouvez pas les électrifier ou vous ne pouvez pas les passer à l'hydrogène. Ce n'est pas tout le temps faisable. Et donc, on peut se poser la question de comment, sans changer l'usine, ou comment traiter un flux de CO2 existant qui de toute façon sera émis. La méthanation peut être une réponse pour ce type de projet. Et un autre sujet qui est aussi important, c'est qu'on parle d'être net zéro en 2050, mais bon, entre nous, on sait tous que 2050, c'est dans très très longtemps et que c'est probablement beaucoup trop tard. C'est un premier horizon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avant 2050 ?
La méthanation, c'est aussi une réponse effective sur laquelle on peut agir sans avoir à recréer un écosystème. Alors, ça coûte plus cher, mais dans certains cas, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à produire un bien, une voiture, un objet qui utiliserait finalement 100% d'énergie renouvelable ou décarbonée sans attendre 2050? Et ce dont on s'aperçoit, c'est que si on regarde au niveau d'une usine qui ferait par exemple de l'acier, elle aurait un surcoût en gaz qui serait très fort, donc une facture énergétique qui serait fortement augmentée en utilisant du méthane de synthèse. Mais le surcoût dans le matériau serait modéré et le surcoût dans le produit final, si on parle par exemple d'une voiture, en fait, il serait relativement mineur. Parce que la partie de l'énergie qui est nécessaire pour produire l'acier dans le coût d'une voiture, c'est finalement pas grand-chose. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel est le premium accessible pour finalement faire une voiture qui aurait un acier zéro carbone, en sachant que c'est accessible dès 2021. En résumé, le message qui est important de faire passer sur le rôle et les intérêts du power to méthane, c'est que le power to méthane, c'est un bon moyen de pallier la faiblesse de deux autres vecteurs énergétiques, je mets le CO2 et l'électricité en même temps, via un troisième qui a déjà tout un tas d'infrastructures en place. Mais le power to méthane, c'est pas vraiment un bon moyen pour produire du méthane décarboné, en tout cas pas en France et pas aux conditions actuelles. Donc il faut arriver à distinguer quelle est la faiblesse de ces vecteurs et quels sont ces nouveaux besoins, comment on va les adresser, en évitant de faire juste un projet qui produit du gaz. Parce que finalement, produire du gaz, même décarboné, on a d'autres moyens de le faire. Et Power to méthane n'est pas aujourd'hui du tout la meilleure solution. Alors, si on... Alors, je ne sais pas s'il y avait quelques petites questions de compréhension, Bénédicte et David. Il y a une question, Fabien, qui rejoint un peu la question de la définition du méthane de synthèse, et notamment entre le méthane de synthèse et le biométhane. C'est-à-dire, un méthane issu de méthanation biologique est-il considéré comme du biométhane? Et donc, quand on parle de biométhane, on pense forcément aussi tarif d'achat du biométhane. Et donc, la seconde question, est-ce que le méthane de synthèse est éligible au tarif d'achat de biométhane? Alors, sur les enjeux réglementaires, à ma connaissance, donc aujourd'hui, le gaz de synthèse n'a pas de statut encore défini. On pourra y revenir. Il y a probablement un statut à définir en fonction notamment d'un contenu carbone. Et quand on utilise de l'énergie, de l'électricité décarbonée ou de l'hydrogène décarboné et du CO2 biogénique, on devrait avoir un contenu carbone qui serait finalement très proche de celui du biométhane. Donc, peut-être que dans un avenir proche, on aura le même statut. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On pourra peut-être détailler ce sujet un petit peu plus tard sur les aspects réglementaires. Si je reviens sur les cas d'usage potentiels, donc la méthanation, une des difficultés, c'est que ça peut servir vraiment à faire plein de choses. Ça peut servir à fournir un accès au réseau gaz à des producteurs d'énergie électrique qui seraient complètement isolés des réseaux. Ça peut servir à décarboner des usines qui ont du CO2 fatal. Ça peut servir à transporter sur de longues distances de l'énergie renouvelable quand on sait qu'on va pas pouvoir tirer des lignes électriques, ou quand on sait que ça va être compliqué de transporter l'hydrogène, par exemple, si on est au Chili ou en Australie. Donc, ça peut servir à de très nombreux usages. Je fais une petite segmentation pour essayer d'aller chercher les possibilités. Ça peut servir à épurer potentiellement du biogaz. Aujourd'hui, on peut considérer trois branches, à la fois la branche valoriser le carbone, donc CCUS, la branche Power to Gas et jouer sur les aspects électriques, qui sont des sujets qui sont en devenir, mais compressants au niveau européen, en particulier avec l'émergence des énergies renouvelables sur les réseaux. Et puis, le sujet aussi tout simplement de produire du gaz renouvelable. Si on explore deux cas d'usage un peu privilégiés, le premier, c'est les stations de traitement des effluents urbains. Donc, vous voyez à droite un autre projet qui faisait partie dans le cadre du projet Store and Go. Donc, c'est le projet Solothurn, avec un réacteur de méthanation biologique. C'est un projet qui est en Suisse, qui fait à peu près 300 kW électriques. Donc, c'était un petit projet de démonstration. L'idée de ce type de projet, c'est souvent avoir une collectivité qui se projette dans une unité exemplaire en matière de décarbonation.
Et ce qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est qu'on va pouvoir avoir d'autres avantages induits, notamment le fait de pouvoir valoriser l'ensemble des produits, donc la chaleur, l'oxygène et l'eau, qui va pouvoir être réutilisé sur le site. On va pouvoir utiliser ces projets comme des noyaux en fait qui vont permettre de voir un écosystème hydrogène émerger. Beaucoup d'acteurs veulent faire de l'hydrogène renouvelable, mais on a souvent la question des premiers utilisateurs. Et on a beaucoup de projets qui ont des difficultés à trouver ces premiers utilisateurs, parce que notamment les capex dans les installations sont assez importantes. Et donc, la méthanation peut être un premier consommateur qui va structurer ces nouveaux écosystèmes. Et c'est aussi l'occasion de faire des projets vitrines, parce que si demain le marché il sera probablement de la taille du multi-mégawatt, il faut commencer par des pilotes et donc des projets 50 à 150 nanomètres cubeurs sur des stations de traitement des effluents. C'est aussi l'occasion de donner à des entreprises, certaines locales, les moyens d'avoir un démonstrateur, un pilote et d'exister du point de vue industriel. Donc sur ces exemples, hein, il y a le projet Limeco, le projet Soloturm en Suisse, il y a le projet Biocat au Danemark, et en France, on a donc 2 projets qui sont au bac à sable de la Creux, donc Pau et Perpignan, et qui sont lauréats aussi de l'appel à projet GRDF. J'y viendrai juste après. Un autre cas d'usage, c'est donc un projet comme le projet Columbus, qui est porté par Engie avec John Cotterill, Carmeuse, un producteur de chaux, et Storengy. Les points clés de ce projet, c'est que c'est un projet massif. Donc lui, il fait 75 mégawatts électriques pour 150 millions d'euros de budget. Il vise un approvisionnement électrique compétitif et la valorisation de toutes les externalités positives qui sont en fait d'autant moyen de réduire le payback et d'intégrer le projet dans son environnement industriel, notamment en valorisant l'oxygène et notamment en valorisant la chaleur. L'idée de ce projet, c'est que si vous voulez vendre de la chaux zéro carbone dès 2020 plus, avec la méthanation, vous le pouvez. Il y a une condition à ce type de projet, c'est une condition réglementaire, c'est que le gaz de synthèse ait un statut qui soit similaire à celui du biométhane, qui aurait été accordé a priori sur ce projet en Wallonie. En parlant des cas d'usage, donc on peut faire un petit retour sur l'appel à projet GRDF sur le volet Power to Methane. Alors j'en parle de mon point de vue puisque Volt Digital était avec ses partenaires donc Enerca et l'IMT Atlantique, on était conseil de GRDF pour l'appui à l'évaluation de ces projets. Donc cet appel à projet visait un peu l'émergence de projets réplicables et des projets vitrines qui puissent bénéficier à la filière. Ce qui était recherché dans ce projet et donc les clés du succès, c'était l'idée de ne pas avoir de développement technologique majeur, puisqu'on cherchait des vitrines, et avec des projets qui étaient solides à la fois sur les aspects financiers, mais les aspects, la définition technique des objectifs, des aspects projets classiques de terrain, et une intégration optimale. Les lauréats de cet appel à projet sont donc Storengy pour le projet Icone, qui met en œuvre une méthanation par voie biologique, ainsi que les projets donc portés sur les stations de traitement des effluents urbains par les communautés de communes de Pau et de Perpignan. Donc au final, on a eu 12 projets pour 1200 normomètres cubeurs de SNG au total. Donc on a eu un certain engouement pour cet appel à projet. Avec donc des mix, des projets publics, des projets qui étaient financés, qui étaient portés par les développeurs de leur propre technologie, et un mix entre la méthanation par voie biologique et par voie catalytique aussi. Si je présente les perspectives de cette filière, alors, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on envisage souvent le power to méthane avec des technologies dont on considère qu'elles sont un peu figées sur l'électrolyse et la méthanation. Et il faut garder à l'esprit que même si ça fait longtemps que ce principe existe, il y a encore des développements en cours. Donc là, sur cette slide, vous voyez un pilote de 10 normomètres cubeurs de production de gaz de synthèse qui a tourné sur une installation donc en taille réelle à Fulum au Danemark. C'est un projet qui est porté par Aldor Topsoe et ses partenaires, qui vise le couplage d'un électrolyseur haute température et d'un réacteur de méthanation catalytique pour l'épuration directe du biogaz. L'intérêt de cette techno, c'est que déjà on économise sur la partie épuration,
Et de l'autre côté, alors il y a toujours le sujet du traitement du soufre, hein, qui est très particulier, en particulier pour la méthanation catalytique, puisque le soufre empoisonne les catalyseurs. Mais à partir d'un mélange CH4 CO2, cette installation a montré qu'on pouvait, en injectant de l'hydrogène via un électrolyseur haute température, obtenir un gaz en sortie qui n'avait plus de CO2 et qui avait un taux très faible d'hydrogène, donc inférieur à 2% en volume. L'idée derrière ce message-là, c'est qu'il y a des développements technologiques en cours. Certains sont disponibles sur le marché, donc comme ce réacteur de méthanation, pas encore l'électrolyseur, mais c'est peu. Et ces nouveaux développements, ils permettent d'envisager la méthanation d'un point de vue différent. C'est pas forcément le capex qui coûte en méthanation, c'est beaucoup en fait la consommation d'énergie et d'hydrogène. Donc toute techno qui va moins consommer d'hydrogène ou directement d'électricité va avoir un intérêt. C'est pas forcément un cas d'usage puisque là, l'électrolyseur haute température, il n'est pas prévu pour faire de la flexibilité électrique, mais ça illustre l'idée qu'il y a encore des développements qui sont en cours. Un autre développement qui est assez intéressant, c'est la méthanation par voie in situ, donc la méthanation biologique. On pourra en revenir dans le détail technique, mais à l'intérieur d'un digesteur se produisent différentes réactions, dont une réaction qui consomme le CO2 et l'hydrogène pour produire du méthane. Cette réaction, on essaye en méthanation biologique ex situ, on essaye de la contrôler et de la favoriser dans un réacteur dédié, mais elle se produit à l'intérieur d'un réacteur. Et donc, il y a eu des travaux assez peu nombreux, assez peu de développement industriel sur cette voie de méthanation in situ, et paradoxalement, qui ont donné il y a peu de temps, des progrès assez importants, notamment par certaines équipes au Danemark. Alors, dans ce papier de 2018, c'était assez décevant puisqu'on visait de transformer 7% du CO2 en méthane et puis on a eu que, je crois, 0,7%. Et donc, en fait, on injectait de l'hydrogène et l'hydrogène sortait directement du réacteur. Donc ça, c'était des expérimentations qui ont été conduites dans un réacteur existant de 1200 m3. Mais plus récemment, on a réussi à obtenir des taux de conversion qui étaient beaucoup plus élevés. Et ça peut présager d'une voie intéressante, en particulier pour la filière méthanisation. L'intérêt étant de ne pas avoir à installer un réacteur dédié. Il y a d'autres besoins, notamment il faut toujours injecter de l'hydrogène qui coûte toujours le même prix. Et puis, on a aussi quand même besoin de séparer efficacement l'hydrogène et le méthane. Il n'empêche que finalement, avec peu d'intérêt académique et industriel, cette voie est quand même intéressante à regarder, même si elle reste complexe, en particulier vis-à-vis des interactions biologiques. En matière de perspective, les autres éléments qu'on peut garder en tête, c'est que tout à l'heure, on a dit que c'était pas très compétitif la méthanation en France, parce que dans les conditions actuelles, l'hydrogène, il vaut plutôt à 8 € du kilo. Mais s'il était à 1 ou 2 € du kilo, alors, ça serait différent. Quand je parlais des nouveaux besoins, c'était d'avoir en particulier donc la possibilité de consommer du CO2 et un vecteur énergie renouvelable qu'on transformait en hydrogène et qui valait pas cher mais qu'on savait pas vraiment bien gérer. Ces conditions sont presque existantes aujourd'hui dans des pays comme l'Australie ou le Chili, sur lesquels on sait qu'on a un hydrogène qui est a priori accessible à moins de 2 € du kilo. Donc à gauche, c'est une carte de l'Agence internationale de l'énergie qui date de 2009 et qui est déjà même un peu obsolète puisque finalement on arrive à avoir des coûts plus faibles que ça, en particulier au Moyen-Orient, pour la production d'hydrogène. Et alors des coûts projetés mais qui devraient être plus faibles. Et cette figure à droite provient donc d'une étude qui a été faite par Antoine Perdriel avec l'université de KTH et Centrale Supélec sur le power to méthane et qui visait à regarder qu'est-ce qui se passe si on veut produire 2 TWh de gaz de synthèse en Australie avec finalement des grands espaces et beaucoup de soleil. Elle montre qu'on peut arriver à produire aujourd'hui dans les conditions actuelles du gaz à peu près 70 € du mégawattheure. Ce gaz étant beaucoup plus simple à transporter, donc du gaz équivalent gaz naturel, du gaz de synthèse, beaucoup plus simple à transporter que l'hydrogène ou le méthane. Et si on regarde attentivement, on s'aperçoit que la part du méthane
n'est finalement pas très élevé par rapport au coût de production de l'hydrogène, et que l'essentiel des coûts porte sur en fait les champs PV et l'électrolyse. Et puis, bah, finalement, en fait, cet hydrogène à 1 ou 2 euros du kilo, bah, on n'a peut-être pas besoin d'aller au Chili ou en Australie, hein, peut-être qu'il est disponible rien qu'en Espagne. C'est aussi bah, un des buts de ce projet, donc Lac Hydrogène, hein, qui est porté par notamment Terega, et qui vise à produire un hydrogène annoncé à 1,7 euros du kilo, à un horizon relativement court. Et cet hydrogène, c'est une opportunité pour le power to méthane, pour décarboner des usages avec du CO2 fatal et des réseaux qui sont diffus, sur lesquels autant transporter l'hydrogène dans des canalisations reconverties, donc c'est le principe de canalisation de transport. C'est le principe de la dorsale. C'est quelque chose qui est un projet qui avance. Autant transformer des réseaux de distribution à l'hydrogène, c'est beaucoup plus compliqué pour tout un tas de raisons. Et donc, peut-être que au point de jonction réseau de transport, réseau de distribution, on verra assez prochainement des projets de méthanation fonctionner. Une autre possibilité, c'est de construire des pipes de CO2 et de faire une dorsale européenne du CO2 et de renvoyer le CO2 en partie en Espagne, par exemple, pour le méthaner sur place et utiliser le réseau de gaz. Ce qui est important à retenir dans les perspectives, c'est que l'hydrogène ne va pas forcément coûter toujours 8 euros du kilo, l'hydrogène décarboné. Alors, pour ouvrir peut-être cette session de questions, un petit point en synthèse. Donc, quel est le message que je voulais vous faire passer? C'est que le power to méthane, il a une valeur pour les systèmes et les réseaux énergétiques à moyen long terme. Il peut avoir des opportunités qui arrivent plus tôt que prévu, qu'elles soient technologiques ou qu'elles soient par la baisse forte des coûts de l'hydrogène. C'est une filière qui est à encourager, mais sur laquelle il faut éviter les écueils. Alors, ces écueils, c'est bien respecter les prérequis, c'est-à-dire que si le CO2 n'est pas un problème, si le CH4 n'est pas le bon vecteur et si l'hydrogène n'est pas compétitif, il n'y a aucune raison de faire du power to méthane. En revanche, si on a un de ces critères-là qui est activé, et donc activé, quand on dit hydrogène compétitif, c'est finalement moins de 2 euros du kilo, alors la méthanation peut être une vraie solution. Sur les aspects réglementaires, aujourd'hui, donc je crois que la question a été posée tout à l'heure, aujourd'hui, en fait, on ne sait même pas ce que c'est que le gaz de synthèse. Il y a des projets de définition. Pour pouvoir émerger, cette filière a besoin d'un cadre assez clair. Donc, il y a des propositions qui sont en cours. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'origine du CO2 joue dans le bilan carbone, parce que ce qu'on veut, c'est finalement produire un gaz décarboné. Et l'origine du CO2 joue comme l'origine de l'électricité ou de l'hydrogène. C'est pas forcément du fait que ça soit industriel ou biogénique, mais c'est la manière, en fait, c'est l'énergie qu'on a dû dépenser pour capter ce CO2 qui va compter dans le contenu ou pas bas carbone de ce gaz de synthèse. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un cadre clair et simple sur ce type de projet. Et il est nécessaire aussi d'avoir un support, parce que sans soutien, la filière ne peut pas émerger. On a vu que finalement, il y avait beaucoup d'acteurs français, mais il y avait aussi beaucoup d'acteurs allemands qui avaient déjà plus d'avance. Donc, si on veut qu'il y ait des jobs et des entreprises françaises, il faut être capable de soutenir efficacement cette filière. C'est probablement de ne pas saupoudrer ou de soutenir des projets qui ne verraient pas le jour, mais d'avoir une réflexion bien coordonnée. Ce soutien, il peut être par les tarifs, encore que ce ne soit pas forcément le meilleur mécanisme. Il peut être par de l'innovation. Donc ça, c'est une proposition qui a été faite dans le cadre du projet Store & Go. Il peut être aussi via des quotas ou la nécessité à certains acteurs d'avoir dans leur portfolio une certaine production de gaz vert. Et il peut être aussi pris en charge en partie par les tarifs réseau mix électrique ou gaz, puisque finalement le power to méthane est un sujet qui s'adresse beaucoup aux gestionnaires de réseau, plus qu'aux porteurs de projets individuels. Et donc,
ça conclut ce premier temps sur cette présentation. J'espère que vous avez des questions et je suis à votre disposition avec l'équipe de Record et de la T2E pour y répondre. Et avec, bien sûr, GRDF. Merci beaucoup, Fabien. Effectivement, il y a un certain nombre de questions et je vous encourage à continuer à les poser et à réagir sur le fil de discussion à droite de votre écran. Une question sur notamment les quotas carbone. Est-ce que les quotas carbone vont pousser les industriels à capturer les émissions pour les valoriser en méthanation? Et si oui, est-ce que tu as une idée du niveau des ETS pour un process en particulier, par exemple la cimenterie, si vous avez des ordres de grandeur en tête? Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, le gaz qui serait produit à partir de CO2 ne bénéficie pas d'une réduction. On ne sort pas de l'ETS. Et donc, si je suis un cimentier et que j'émets du CO2 et que j'en fais du méthane de synthèse, je ne vais pas réduire en fait mes quotas CO2. Le volet réglementaire n'est pas encore raccroché. Il y a eu des propositions, notamment d'une association européenne qui s'appelle CO2 Value, qui, à ma connaissance, donc des propositions sur le mécanisme MRR, la Monitoring and Reporting Regulation, qui n'ont pas été, à ma connaissance, prises en compte, mais qui pourraient l'être dans un futur, sachant que dans l'ensemble des pistes de la filière valorisation carbone capture and use du CO2, ce qu'on appelle les e-fuels ou les e-chemicals sont vus comme des pistes très crédibles pour réduire les flux d'émissions de CO2, donc les flux physiques. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, le mécanisme réglementaire n'est pas encore en place, avec un petit problème de poule et d'œuf, hein, pas beaucoup de projets, donc pas de mécanisme, donc pas de projet, etc. Il est fortement possible que ces sujets se mettent en place et que du coup, le CO2 qui soit utilisé par exemple pour faire du méthane puisse bénéficier d'un abattement au niveau de son émetteur ou d'une réduction de la taxe. Mais en 2021, le sujet est pas, le feu réglementaire n'est pas encore ouvert. Il faut construire ce sujet. Très bien. Un partage d'expérience et notamment un appel à ton expertise de conseil. Je lis, nous avons un projet interne de production de méthane de synthèse à partir de CO2 capté à partir de la production de chaux, donc ça rappelle le projet Columbus, notamment. Dans ce cas, nous avons prédimensionné une unité de production d'hydrogène et un système de méthanation. Hormis l'investissement en CAPEX très élevé, nous remarquons un décalage important entre la volonté de baisser les émissions de CO2 d'une part et les OPEX énergétiques nécessaires, notamment l'électricité verte, qui donne uniquement en OPEX un coût du CO2 supérieur à 1 000 € par tonne de CO2 valorisé. Est-ce que tu as un avis ou quelque chose à dire sur ce résultat? Alors, j'avais eu l'occasion de faire quelques modélisations que je peux vous passer. Alors, c'était sur des CAPEX qui étaient un petit peu optimistes, mais dans certains cas, à un horizon assez lointain, puisque j'en profite pour dire qu'il y a une grande différence entre les ordres de grandeur qu'on peut lire dans des publics scientifiques, les chiffres qu'on nous donne au téléphone sur des projets et les chiffres qu'on nous donne par écrit sur des projets. Donc, dans le cadre de cette étude qui avait été réalisée pour Record, et avec certaines hypothèses de CAPEX, on arrivait à des coûts de CO2 pour que ça devienne pertinent qui étaient quand même supérieurs à 250 € la tonne. Sachant que les CAPEX ne sont pas exactement à ces coûts-là. Aujourd'hui, le retour de terrain, c'est plutôt des projets qui seraient entre 600 et 800 € la tonne. 1 000 € la tonne, ça paraît un peu cher, mais bon, faut voir quelle est la techno. Il y a un sujet effectivement d'OPEX qui n'est pas non plus très bien maîtrisé, qui devrait être réduit. A priori, les OPEX sur une filière mature ne sont pas significatifs en méthanation, hors électricité ou hydrogène. Mais aujourd'hui, ils peuvent être mal appréhendés. L'autre sujet, si j'en parle aussi un peu ici, c'est les coûts d'achat. Donc, comment on divise les coûts par deux d'une filière? C'est un peu en baissant le prix des matériels. C'est aussi en réduisant toute la partie qui est liée en fait à la méconnaissance des projets, au risque, parce que finalement les premiers projets seront probablement des clés en main.
avec beaucoup d'ingénierie, etc. Et en fait, quand les filières deviennent matures, les acteurs sont assez indépendants et ils achètent leur électrolyseur et leur réacteur de méthanation. Et naturellement, tout le monde sait comment travailler ensemble. Et du coup, les coûts de raccordement, les coûts d'ingénierie sont nettement réduits. Donc, ce qu'on peut voir exister dans certaines filières n'est pas du tout en place aujourd'hui dans la méthanation, mais pourrait amener à faire baisser les coûts, comme dans tout projet. Donc, c'est effectivement assez compliqué en 2021 de monter un projet de power to méthane, en particulier puisque l'ensemble des coûts sont encore mal maîtrisés et il y a de fait beaucoup d'ingénierie à faire pour pouvoir s'assurer déjà que les projets fonctionnent correctement. Donc 1 000 € la tonne de CO2, ça fait un peu cher, mais entre 500 et 800 aujourd'hui, c'est possible qu'on tombe sur ça, sachant que la cible qui serait raisonnable, c'est probablement d'être entre 150 et 250 sur des projets industriels. Ça commence à faire sens. Très bien, merci. Il y a un certain nombre de questions sur l'utilisation du CO2 et notamment son impact environnemental. Peut-on parler de décarbonation, sachant que le CO2 consommé pour produire du méthane va ensuite être relargué lors de la combustion du méthane? Le CO2 sert essentiellement de vecteur de transport ou de stockage de l'énergie, et dans ce cas, le CO2 peut-il être considéré comme valorisé? Que dit la réglementation aujourd'hui sur ce sujet? Alors moi, je ne suis pas un expert en réglementation. Sur l'aspect de l'analyse de cycle de vie, en fait, le méthane de synthèse va réduire par rapport à un méthane existant, moyen, qui est essentiellement fossile, il va réduire, s'il est avec, dans certaines conditions, il va réduire en fait les émissions de CO2 associées. Et donc l'idée assez simple, c'est que si je fais du méthane de synthèse, par exemple avec de l'énergie décarbonée, au final, ce méthane de synthèse ce mégawattheure de méthane de synthèse va remplacer un mégawattheure qui vient de Norvège, de Russie, d'Algérie ou autre. Et donc du coup, au final, le bilan sera positif pour le réseau et finalement pour l'usage que le client en fera. Bien sûr, si on n'avait que du biométhane, la question serait pas forcément la même. Mais de fait, si on fait ça dans les bonnes conditions, donc les bonnes conditions, c'est par exemple ne pas avoir une électrolyse faite à partir de l'hydrogène qui proviendrait d'électrolyse avec de l'électricité qui vient du charbon, par exemple. Et si on a d'électrolyse d'énergie renouvelable et du CO2 biogénique ou du CO2 industriel, mais pour lequel on n'a pas dépensé des quantités énormes d'énergie pour le capturer, alors on a une réduction des émissions de CO2. Alors le CO2 c'est le même, mais d'un point de vue cycle de vie, on a des réductions qui sont manifestes. Ouais. La deuxième partie de la question, c'était? C'était sur la réglementation, donc effectivement. Aujourd'hui, sur la réglementation, en Wallonie, le projet Columbus a bénéficié d'un coup de pouce considérait que le SNG était comme du biométhane. Alors, c'est des informations qu'on a pu discuter avec certains acteurs, mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Je pense que, par exemple, l'électrolyse renouvelable associée à du CO2 biogénique sur des unités de traitement, donc de méthanisation en particulier de traitement des effluents urbains, devrait légitimement avoir un bilan carbone assez similaire à celui du biométhane et donc avoir un statut assez similaire. En revanche, s'il fallait par exemple mettre une capturosamine sur une centrale charbon qui produirait de l'électricité et méthaner ce CO2 avec de l'hydrogène produit à partir de cette électricité, le bilan carbone serait pas forcément très bon. Donc la méthanation n'est pas forcément vertueuse dans tous les cas, comme c'est le cas pour l'électrolyse ou la méthanisation. Ça dépend un peu il faut fixer quelques critères, mais sur le principe, on doit être capable de faire des projets vertueux de manière assez simple. Sur ces notions de bilan carbone et d'ACV, j'en profite pour faire un appel. Dans le cadre des travaux du club Power to Gas de l'AT2E, effectivement, on essaye d'apporter les arguments et de justifier cet impact environnemental positif de la production du méthane de synthèse. On se dit que l'étape de capture a un rôle aussi à jouer et est importante dans le bilan. Donc, si vous avez des éléments sur cette étape, soit méthanation, soit capture du CO2, soit dans les fumées, soit dans les outils de méthanisation, n'hésitez pas à nous les partager. Des questions sur l'hydrogène.
notamment sur un projet que tu connais peut-être qui s'appelle Ecologie, porté par Solagro, qui valorise de l'hydrogène coproduit d'une usine de chlore. Qu'est-ce que tu penses d'utiliser cet hydrogène coproduit fatal, donc qui a des coûts relativement faibles, a priori, et donc quel est son impact finalement sur les modèles économiques de production du méthane de synthèse? Effectivement, l'hydrogène fatal, entre guillemets, alors fatal, ça veut dire dont l'émission ne peut pas être évitée, c'est un hydrogène d'électrolyse. Si c'est fait en France, c'est probablement une électricité bas carbone. Ensuite, cet hydrogène, il est souvent brûlé en torchère dans des quantités parce qu'il n'est pas forcément capturable et utilisable pour des besoins, par exemple, de mobilité, notamment parce que l'écosystème n'est pas encore en place. Et il a un coût qui est en fait très compétitif, qui est typiquement de l'ordre de 1 à 2 euros du kilo. Donc, ce type de projet peut avoir un sens économique. C'est un cas assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de gisements. Mais c'est un cas qui pourrait être un autre cas d'usage, effectivement. Je me suis pas étalé dessus, mais c'est effectivement un cas que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Un point de vigilance, notamment d'acteurs comme l'ADEME, c'est de dire est-ce que la chaleur générée par la combustion de cet hydrogène aujourd'hui, donc on va essayer de mieux valoriser l'hydrogène, et du coup, est-ce qu'on va pas être en besoin d'importer du gaz supplémentaire pour pallier ces besoins thermiques? Donc, il faut voir le bilan global, effectivement, si au final, on reste vertueux. Je pense que c'est possible dans pas mal de projets, en particulier parce que l'hydrogène fatal, on ne cherchait pas vraiment à le valoriser du mieux, mais il faut quand même être vigilant sur ce point-là. Mais effectivement, on peut avoir de l'hydrogène à 1 euro du kilo en France dans des quantités industrielles, oui, tout à fait. Et toujours sur des perspectives ou des filières permettant d'obtenir un hydrogène à moins de 2 euros du kilo, l'hydrogène produit à l'étranger, quel serait son impact sur une filière française de production d'hydrogène? Et nous avons aujourd'hui auprès de pays éloignés et peu démocratiques. Voilà, est-ce que tu as un avis sur l'impact que pourra avoir sur la dépendance énergétique de la France et de l'Europe à accompagner le développement de production d'hydrogène finalement assez loin de l'Europe, qui serait donc utilisé, consommé en France? Aujourd'hui, quand on achète du gaz ou du pétrole, la question est la même en fait. Donc après, est-ce que l'Australie ou le Chili sont des pays antidémocratiques? Je suis pas sûr que la balance soit négative. La difficulté de l'hydrogène à l'export, c'est que les infrastructures n'existent pas. Donc, si vous faites de l'hydrogène en Australie, vous pouvez faire de l'ammoniac, des liquides organiques carrier, hydrogen carrier, vous pouvez faire de l'hydrogène liquéfié ou du gaz de synthèse, typiquement. Alors, il y a encore un petit peu d'autres vecteurs, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les infrastructures gaz existent. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'importer du gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse, il n'a pas un prix spécifiquement. Alors, on sait que si on importe de l'hydrogène et qu'il est vert, on va pouvoir avoir le tampon, et donc on pourra le vendre beaucoup plus cher. Sur le gaz de synthèse, il n'y a pas encore ces conditions, mais ça pourrait être. Donc, c'est vrai que l'hydrogène, un des intérêts, c'est de pouvoir le produire sur place. Après, on peut faire plein de choses sur place et on les achète quand même à l'export. C'est une question de coût de production, d'efficacité économique, etc. Avec, de l'autre côté, une question de compétences, d'industrialisation et un peu d'indépendance. Donc, ces arbitrages entre est-ce qu'il faut acheter de l'hydrogène à l'export ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'on peut avoir peut-être un mix équilibré. Je suis pas sûr que l'hydrogène décarboné favorise en fait des pays autocratiques, pas plus que ce qui se passe aujourd'hui dans l'approvisionnement d'énergie à l'export, je pense. Et enfin, le gaz de synthèse pour l'Australie ou pour le Chili, c'est à mon avis une bonne opportunité de décarboner certains secteurs pour ensuite amener décarboner les usages du gaz en France en
en amenant des quantités assez importantes de ce gaz sur le réseau. Le gaz de synthèse produit à partir de Power-to-Méthane, c'est aussi une bonne opportunité pour la filière maritime, pour laquelle la question des infrastructures se pose beaucoup, en particulier pour les bateaux qui traversent les océans. Autant l'hydrogène se développe fortement en inland sea, ou le méthanol ou l'ammoniac sur des motorisations particulières, autant si vous avez un bateau qui part d'un endroit et il ne sait même pas où il va arriver à l'autre côté parce qu'il transporte par exemple du méthane, avoir du méthane de synthèse peut être aussi une manière de décarboner assez efficace. J'espère avoir répondu à cette question. Je suis un peu étendu, mais... Une question ensuite sur le couplage entre méthanation et méthanisation. Est-ce qu'elle peut être envisageable pour une installation de 200 normomètres cubes par heure de biométhane? Et les facteurs de faisabilité économique sont-ils uniquement le coût de l'hydrogène au kilo et la définition du statut du méthane de synthèse? Je reviens sur cette slide, c'est vraiment l'éléphant, quoi. Là, ce qui est intéressant dans le CO2 issu de méthanisation, c'est qu'il est biogénique et il est relativement pur, hein, typiquement à 97-99%. Et puis, un acteur qui a déjà une unité de méthanisation se sent assez à l'aise avec une unité de méthanation par voie biologique. C'est des procédés qui sont très similaires, voire en fait, le réacteur de méthanation biologique utilise les micro-organismes de la digestion anaérobie. Néanmoins, s'il n'y a pas ces nouveaux besoins, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas ce cas-là, en fait. Sachant qu'il est optimiste, puisque les CAPEX, on a vu aujourd'hui, ils sont plus importants que ça, et que les OPEX, ils existent, et l'électricité à 50 € du mégawattheure, c'est pas forcément accessible à quelqu'un qui est en bout de ligne sur une unité de méthanisation. Donc, le conseil aux porteurs, c'est de dire, si vous n'avez pas une bonne raison de traiter ces nouveaux besoins, vous risquez de vous retrouver face à cet éléphant et que ça passe pas. Alors, une manière de contourner un petit peu ça, il y a des sujets de flexibilité et d'accès au réseau qui peuvent donner une partie intéressante à la méthanation. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'acteurs de la production d'énergie renouvelable. Donc, ils cherchent en fait des terrains qui sont dans des zones potentiellement un peu reculées, sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de conso. Et en fait, dans ces zones-là, comme il y a du terrain, mais il n'y a pas de conso, le problème du raccordement électrique est en fait un vrai sujet pour eux. Donc, on peut mettre 15 MW en éolien, 30 MW en solaire dans la Pampa, mais en fait, personne ne va la consommer. Et donc, d'une problématique qui était le coût de l'électricité et la surface disponible pour faire un projet, qui étaient en fait les deux drivers des projets renouvelables. On a un troisième qui était présent et qui l'est de plus en plus, c'est en fait l'accès au réseau. Donc aujourd'hui, cet accès au réseau, il est proposé, mais il y a certains projets qui doivent attendre 5 à 10 ans en fait avant de pouvoir se raccorder. On peut envisager que dans un avenir pas très lointain, en fait, on pourrait être amené à produire de l'électricité renouvelable avec certaines limitations et d'avoir un excédent qui soit valorisé en méthanation, cet excédent valorisant le CO2 d'une unité de méthanisation. Et donc, on aura un couplage usine de méthanisation dans la campagne qui produirait son CO2 et champ solaire ou mix solaire éolien dans la campagne qui pourrait produire peut-être 20 MW mais qui n'aura un accès sur le réseau que de 5 et qui valoriserait les 15 MW restants sous forme de power to méthane, peut-être en attendant qu'il y ait d'autres débouchés de réseau, par exemple. Donc ça peut être un couplage intéressant, mais s'il n'y a pas d'aspect power dans un projet power to gaz, mon conseil, c'est essayer de vous convaincre que vous n'allez pas rentrer dans ce cas de figure, ce qui vous emmènera nulle part, en fait, celui-là. Une autre question de couplage aussi et qui ramène justement sur ces questionnements autour des énergies non renouvelables, c'est la combinaison entre la gazéification, donc le syngas, et la méthanation biologique du CO2 extrait. Donc, ça semble oublié de ta présentation, Fabien. Pourquoi cette attractivité pour l'hydrogène issu des panneaux photovoltaïques, de l'éolien en surproduction? Alors, parce que là, je suis dans une perspective de power to méthane. Donc, la méthanation de syngas, on a eu l'occasion d'en parler, notamment dans l'étude record. La méthanation par voie biologique
a certains avantages par rapport à la méthanation par voie catalytique vis-à-vis de sa capacité à prendre un gaz beaucoup moins pur. Donc on le voit sur les projets de gazéification, la méthanation catalytique a besoin d'un très faible taux de goudron, beaucoup plus faible que la qualité moteur par exemple, qui est un peu la référence. Des taux de soufre et de chlore beaucoup plus faibles que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc ça nécessite une épuration très poussée et la méthanation biologique est beaucoup plus tolérante sur ces polluants. Alors tolérante a priori puisque ça n'a pas encore été vraiment démontré, mais sur le principe, on sait que les micro-organismes, donc les archées, sont capables d'accepter beaucoup plus de polluants. Donc la voie biologique par rapport à la méthanation de syngaz, elle est assez intéressante. C'est pas le focus de cette présentation, effectivement, mais bon, c'est un sujet sur lequel j'ai eu un peu l'occasion de travailler et que je trouve très pertinent, en particulier pour les acteurs de la méthanation biologique. La difficulté après, c'est d'être bon dans tous les domaines et voilà. C'est vrai que si on essaye de capter tous les cas d'usage, on se spécifie dans aucun, donc au final on est bon dans aucun des domaines. Donc il faut probablement faire des choix. Mais méthanation biologique plus gazéification, oui, c'est quelque chose qui est pertinent sur le principe. Une question beaucoup plus générale maintenant. Y aurait-il selon toi un intérêt à structurer une filière technologique française pour la production, fourniture de réacteurs de méthanation catalytique, les principaux acteurs étant visiblement les Allemands et les Danois? Alors, ça c'est une bonne question, mais je ne sais pas comment y répondre. Est-ce qu'il faut structurer les filières? Oui. Comment le faire? Je ne sais pas. Donc là, il y a déjà beaucoup d'acteurs en France et à l'étranger. Les Danois sont pas si nombreux en fait. C'est juste qu'ils ont une société qui est très bien reconnue dans la méthanation catalytique, qui développe aussi des électrolyseurs haute température, d'où ce projet que je vous ai présenté tout à l'heure. Ils ont aussi une avance. Alors, ils ont eu peut-être, ou ils ont une autre manière de développer la méthanisation sur des centrales qui sont plus grosses. Et on en a beaucoup entendu parler. Maintenant, en termes de développeurs de solutions, c'est plutôt les Allemands qui ont fait beaucoup de projets. En particulier dans la méthanation biologique, donc Electrocaea qui est assez reconnu. Donc aujourd'hui, on est sur beaucoup d'acteurs et la question se pose de comment ces acteurs peuvent travailler de la manière la plus efficace possible. Maintenant, je n'ai pas de proposition à faire ou pas d'idée à arrêter sur comment ça pourrait se mettre en place. Il y a une question qui revient sur la technologie biologique de méthanation, qui est, tu l'as dit en théorie, plus tolérante aux polluants. Étant donné que lorsqu'on veut un gaz qui est injectable dans les réseaux, il y a aussi des spécifications en termes de qualité du gaz pour l'injection. Donc, quel est l'intérêt d'abattre ces polluants avant l'étape de méthanation par rapport à après, selon toi? Alors, il y a peut-être deux questions. Si on parle du power to méthane, la méthanation par voie biologique, elle a un inconvénient qui est que l'hydrogène qu'on injecte dans le réacteur se diffuse pas très bien dans la phase liquide. Et donc, ce qui est possible d'avoir, c'est on a un réacteur, on met de l'hydrogène et puis l'hydrogène il passe et puis il ressort. Du coup, la question du temps de séjour et de la pureté en hydrogène se pose. Et donc, les opérateurs technologiques font des choix. Certains font des réacteurs qui ont un temps de séjour relativement long pour que l'hydrogène passe complètement dans la phase aqueuse et puisse être consommé. D'autres recyclent en fait, donc il y a un taux d'hydrogène qui est pas conforme au spec, mais c'est voulu, et on recycle en fait cet hydrogène dans le réacteur avec une membrane de séparation H2 CH4 par exemple. Donc on veille à consommer quasiment tout le CO, on sort en excès d'hydrogène et après on le recycle.
Donc ça, c'est sur la qualité gaz pour le power to gas par voie biologique. Si maintenant on parle de méthanation de syngaz, la difficulté, c'est qu'on a en fait des exigences au niveau de la méthanation par voie catalytique en termes de quantité de soufre, quantité de chlore, par exemple, qui sont de l'ordre du ppm. Et a priori, en méthanation par voie biologique, l'ensemble de micro-organismes est beaucoup plus tolérant à ces faibles quantités de soufre ou de chlore, notamment parce que en fait on les alimente avec comme ça, donc il faut les nourrir les micro-organismes. Et donc on pense que il sera plus simple dans certains cas, en particulier si c'est des CSR, d'avoir un réacteur biologique de méthanation pour transformer un mélange CO, CH4, CO2, hydrogène en CH4, CO2. Est-ce que j'ai bien répondu à cette question? Oui, je pense. Alors, ce qui reste à voir, c'est qu'aujourd'hui, en méthanation de syngaz par voie biologique, on n'a pas encore de projet un peu d'ampleur. Donc, il y a le projet Titan 5 qui est sur un TRL 5.6 de démonstration à Nantes, avec Terawatt, l'Euroelots, GRT Gaz. Il y a pas mal de projets dans les labos. Je pense que beaucoup d'acteurs de la méthanation biologique travaillent sur ça, mais on ne l'a pas vu vraiment tourner, alors que sur la méthanation catalytique, on sait qu'il y a des usines entières charbon vers gaz de synthèse qui existent depuis pas mal de temps, sur lesquels le retour d'expérience est beaucoup plus grand. Sur le fil, on nous parle aussi d'un projet chinois qui s'appelle TREMP, T-R-E-M-P, avec Aldor Topsøe. Est-ce que tu as des informations sur ce projet, sur sa capacité, ses coûts ou ses délais de réalisation? Alors, effectivement, puisque j'en parle dans ma deuxième slide, c'est un procédé, TREMP. Il est là, par exemple. Donc là, j'ai mis un petit lien sur le site de Aldor Topsøe. Donc, cette photo-là, c'est un projet chinois. Je pense que Aldor en a fait plusieurs. Mais c'est de la méthanation, mais c'est très, très différent du power to méthane. Et c'est pas parce que ça marche dans le coal to méthane en Chine, sur 50 000 normomètres cubes heure dans l'industrie dans la pétrochimie, quoi, que la méthanation biologique, catalytique, marche aussi facilement sur des projets de 2 MW avec un gaz différent ou autre. On peut trouver pas mal d'infos, tant en biblio scientifique que sur ça c'est le blog de Aldor Topsøe. Donc oui, ça existe. Et d'ailleurs, c'est souvent, comment dirais-je, on a tendance à mélanger tous les types de méthanation. Et oui, puisque en 2014, ils ont fait 50 000 normomètres cubes heure, donc toute la méthanation catalytique marche. Et le sujet de la maturité est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas parce que dans certains cas, avec certains acteurs, ça a marché que la technologie marche pour tout le monde. Très bien. Et pour ma part, j'ai une dernière question qui est assez globale sur la compétition entre les vecteurs hydrogène et le vecteur méthane. Avec le développement à moyen terme d'une filière de production hydrogène, donc de projets hydrogène, est-ce que cette émergence ne va pas rendre les installations de méthanation qu'on développerait aujourd'hui caduques, sachant qu'avec cette étape supplémentaire de production de méthanation, on rajoute un coût et donc on aurait un déséquilibre de compétitivité entre hydrogène et méthane de synthèse? On pourrait arriver à ça et je pense que ça serait dommage parce que en fait la grande force du méthane c'est d'avoir une infrastructure déjà présente. Donc s'il fallait reconstruire toute cette infrastructure en hydrogène, certes on éviterait le coût du méthaneur. Bon, déjà on valoriserait pas le CO2, donc c'est un peu une opportunité ratée sur le CCUS, sachant qu'il en restera toujours puisque déjà ça va pas se faire d'un coup, mais le changement de vecteur, mais en plus il y a du CO2 fatal, même sur des flux biogéniques. L'autre sujet, c'est que si on doit tout reconstruire en hydrogène, déjà il y a un passage en fait
on ne peut pas proposer sur des réseaux de distribution un taux d'hydrogène à certains utilisateurs et pas à d'autres. Voilà. Ou alors, il faudrait mettre des filtres à hydrogène devant chaque utilisateur. Ça, c'est pas vraiment très économique. Ensuite, il faudrait requalifier un certain nombre de réseaux, en particulier de distribution, en partie les réseaux qui vont chez les gens. C'est pas forcément faisable. Et donc, il y a probablement une émergence de l'hydrogène sur tout un tas d'applications qui est tout à fait pertinente. Et le power to méthane me paraît une bonne voie de switcher en fait d'un vecteur à un autre en faisant le calcul complet global de ce qui est le mieux pour en gros l'écosystème. Et probablement la méthanation, quand l'hydrogène ne vaudra pas cher, sera un très bon sujet pour aller chercher certaines niches, à la fois dans les usages, notamment de mobilité, mais aussi certains usages, notamment dans le résidentiel ou certains procédés dans l'industrie, pour lesquels l'hydrogène n'est pas forcément le bon vecteur non plus, quoi. Donc, après, cette émergence, si on ne fait pas attention, en bonne intelligence, ça ne se fera pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être amené à reconstruire tout en hydrogène, mais ça serait vraiment du coup gaspillé. Aujourd'hui, il y a un réseau de gaz qui existe, qui est assez grand, qui a beaucoup d'avantages sur certains aspects et qui a des faiblesses sur d'autres. Du coup, le power to méthane avec de l'hydrogène pas cher, c'est probablement une bonne voie complémentaire à certains pans de l'économie qui sont purement hydrogène. Très bien, merci Fabien. Bénédicte, est-ce que tu as vu des questions ou des réactions sur le fil? Non, pour moi, c'était effectivement une des dernières questions qui était posée. Donc, je propose peut-être à Fabien de reprendre la main simplement pour son petit mot de clôture. Oui. Alors, pour conclure, avant de conclure, j'ai un petit message de service. Je suis membre d'une association qui s'appelle Ingénieurs et Scientifiques de France, section Pays de la Loire. Et on organise un webinaire sur l'emploi et les territoires industriels dans le Grand Ouest sur l'hydrogène, et ce sera le 28 juin, avec des intervenants que vous connaissez probablement, qui pitcheront pendant 5-10 minutes, et après il y aura des petits ateliers. Ce message à part, eh ben, je remercie l'ensemble des participants et les organisateurs pour cette séquence, et s'il y avait des questions, ou si certains voulaient pousser la discussion, qu'ils n'hésitent pas sur les réseaux sociaux, via la T2E, qui est, je pense, le canal le plus adapté via le club Power to Gaz. Et puis, sinon, à l'occasion d'une prochaine rencontre. Merci à tous. Merci Fabien. Je rappelle simplement qu'effectivement, pour les adhérents de Record, c'est la période idéale de réflexion sur nos programmes à venir. Donc, si ce webinaire vous a donné l'occasion de réfléchir à des idées nouvelles, n'hésitez pas à les faire remonter auprès de vos représentants à Record. Ils seront les bienvenus lors d'un brainstorming qu'on aura ensemble début juillet. Et ensuite, un grand merci à Fabien Michel. Ça a été un plaisir de préparer ce webinaire avec lui. Je pense que David sera de mon avis. Et je sais qu'il est à votre disposition. Si vous avez des questionnements, des choses comme ça, n'hésitez pas. C'est une grande source d'information. Et puis, un grand merci à David et à toute l'équipe de la T2E pour cette co-organisation du webinaire avec l'association Record. Merci David. Merci Bénédicte. Juste un dernier mot pour ma part et pour la T2E, le club Power to Gaz. Juste pour vous rappeler que ces travaux autour du méthane de synthèse, on continue à les travailler ensemble autour d'une task force dédiée au Power to méthane. Donc, j'encourage tous les participants qui ne font pas encore partie soit de la T2E, soit du club Power to Gaz à nous rejoindre et à participer, partager leurs expériences, leurs besoins et toutes leurs ressources pour faire avancer cette filière. Je vous rappelle que le support de cette présentation et le replay de ce webinaire seront disponibles à la fois sur le site AT2E dans l'espace Club Power to Gaz et sur la chaîne YouTube de Volt Digital. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre participation active. Merci bien sûr à Fabien Michel de Volt Digital, à GRDF et à Bénédicte Couffignal de l'association Record. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.